En fait, non, les gens ont toujours migré. Donc... Alors, je vais peut-être prendre un petit peu le contre-pied de ce qu'il peut y avoir dans le livre, où il y a beaucoup de chiffres qui sont cités, beaucoup d'éléments statistiques qui peuvent parfois faire perdre de vue le fait que la constitution même de ces statistiques, elle participe d'une certaine manière de la création d'un problème migratoire. Absolument. C'est-à-dire que c'est parce que y a des agences internationales qui cherchent à quantifier, à dénombrer ces flux migratoires que l'émergence de ces chiffres dans l'espace public, évidemment, provoque un effet d'effroi, parce qu'on a l'impression qu'il y en a énormément, qu'il s'agit d'une invasion ou des fantasmes de cet ordre. Et un des points intéressants qui est soulevé dans cet ouvrage, c'est par exemple qu'on établit énormément de chiffres sur l'immigration, mais que par exemple le processus de l'émigration, c'est-à-dire les gens qui quittent leur pays, lui est complètement négligé et très peu quantifié. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a finalement une focalisation sur ceux qui rentrent dans un pays, qu'on cherche à chiffrer, qu'on cherche à dénombrer, alors que ceux qui partent, qui est aussi une donnée fondamentale pour parler des migrations dans le monde, finalement, on les évalue très peu. Et l'existence même de ces chiffres sur l'immigration montre que la préoccupation des États, elle est évidemment uniquement concentrée sur ceux qui entrent et sur la question de leur reconnaître ou non le droit au séjour. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une question, d'ailleurs c'est la première question, c'est celle qui revient. Et il y a une deuxième question, juste, je ne vais pas faire que les 50 questions, je te rassure. Une deuxième question, c'est par rapport au sens des migrations, parce qu'on parle toujours des migrations du sud vers le nord. Or, le gros des migrations, c'est quand même des sud entre les sud, on va dire. Alors voilà, c'est vrai qu'on a tendance à croire que tous les Africains veulent gagner l'Europe, alors qu'en fait, les migrations depuis l'Afrique vers l'Europe, elles constituent une infime minorité de l'ensemble des migrations africaines qui en fait se passent à l'échelle du continent africain. Donc en fait, les Africains, ils voyagent, par exemple, moi je connais bien le Mali, les Maliens, ils voyagent énormément depuis très longtemps dans des pays limitrophes du Mali, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Libye, l'Algérie, et en fait très peu d'entre eux, pour des raisons liées à la difficulté du voyage, de l'obtention des papiers de séjour, etc. En fait, très peu d'entre eux arrivent finalement en Europe. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée que les flux sont uniquement dirigés vers l'Europe, alors que la majeure partie des migrations africaines, elles se déroulent à l'échelle du continent africain. Et puis il y a une autre chose intéressante quand on parle de migration, c'est vrai que finalement le migrant, c'est toujours le migrant pauvre qui vient des pays du Sud, alors que par exemple un Français qui lui migre en Afrique, c'est un expatrié. Donc là on voit l'intérêt de la réflexion sur la terminologie, parce qu'on ne va pas qualifier de la même manière celui qui migre depuis des pays pauvres et celui, il y en a aussi évidemment énormément, qui part de pays riches pour s'installer dans d'autres pays du monde occidental. Oui, il y a aussi la qualification des migrants. De plus en plus, les migrants sont hyper qualifiés. Enfin, il y a aussi toutes ces images, alors qu'on a toujours l'impression que c'est... Bon. Donc on voit qu'il y a toutes ces questions-là sont abordées dans ce livre. Il faut vraiment s'y plonger. Et autant, moi, je suis aussi assez d'accord sur prendre un peu avec des pincettes cette approche toujours statisticienne. Je pense que l'intérêt aussi de ce bouquin, c'est qu'il y a, si vous voulez aller plus loin, il y a toute une bibliographie qui est proposée thème par thème. Donc, si vous voulez approfondir une question, c'est possible. Voilà. Donc, dans cet ouvrage, il y a un contributeur dont j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi. C'est Michel Agier, que tu connais bien, parce que tu as travaillé avec lui, qui est anthropologue. Et Michel Agier s'est intéressé aux gens qu'on met dans des camps.
Hein, vous savez qu'en ce moment, on est en train de discuter avec la Libye pour arriver à faire des spots, que par exemple au Liban et en Jordanie, il y a déjà des camps énormes de réfugiés, puisque ce sont des pays qui accueillent. Voilà. Et cette question des camps, donc les chiffres qui sont portés dans cet ouvrage situent à 17 millions de personnes qui vivent dans des camps. Donc c'est pas simplement quelque chose en passant, c'est vraiment un phénomène social. On est en train de reformater des sociétés à partir de ces camps. Et donc, j'aimerais, Clara, que tu nous parles du concept de forme-camp que Michel Agier a tenu à mettre en exergue quand il parle de ce qu'il appelle l'encampement des vulnérables. Parce qu'évidemment, ce n'est pas ceux qui ont des moyens de s'en sortir tout seuls qu'on met dans les camps. Est-ce que tu peux nous dire des choses sur la forme du camp? Oui, alors ce que je voulais dire d'abord à propos de ce qu'on a appelé la crise migratoire en 2015, c'est que c'est vrai que depuis l'Europe, on a l'impression que tous les migrants arrivent en Europe, alors qu'en fait, comme tu viens de le dire, la majorité du poids de l'asile est en fait assurée par des pays du Moyen-Orient comme la Jordanie, qui est comme exemplaire. le Liban, comme l'Égypte aussi un petit peu. Donc en fait, il y a proportionnellement beaucoup plus de réfugiés dans ces pays-là qui pourtant n'ont pas les richesses et les moyens qui sont les nôtres qu'il y a de réfugiés proportionnellement en Europe. Alors c'est vrai que moi j'ai travaillé il y a quelques années sur un projet avec cet anthropologue français qui s'appelle Michel Agier, qui est spécialiste de la question de l'encampement. C'était un projet qui s'appelait Un paysage global de Caen et qui a donné lieu à un ouvrage collectif qui est sorti aux éditions de la Découverte il y a 3 ans maintenant et qui s'appelle Un monde de Caen. C'est un ouvrage collectif et le projet à l'origine de cet ouvrage, c'était de faire une sorte de cartographie, d'inventaire global de toutes les formes d'encampement actuelles. Alors, ça allait des camps de réfugiés au sens institutionnel, tels qu'ils sont créés et gérés par le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est la grande agence onusienne qui, depuis 1949, traite de la question des réfugiés dans le monde. Donc on a ces camps de réfugiés formels qui abritent une grande partie des populations déplacées dans le monde. Mais on s'intéressait aussi aux formes plus souterraines, moins visibles, plus cachées, comme ce dont on entend maintenant un peu plus parler, c'est-à-dire les camps informels qui sont créés par les migrants eux-mêmes sur leur route, non seulement en Afrique quand ils prennent la route, mais on le voit aussi maintenant en Europe, quand ils doivent faire halte et trouver un refuge sur leur route migratoire. Alors on en a évidemment un exemple très célèbre à Calais, où il y a depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années des camps informels créés par les migrants que l'État démantèle, expulse de manière très régulière. Donc voilà, on s'intéresse aux camps institutionnels de réfugiés, camps informels de migrants, mais aussi à une réalité qui est peut-être moins connue, que sont les camps de travailleurs précaires et de travailleurs migrants dans les pays du Moyen-Orient, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, qui est aussi une réalité majeure pour penser les formes d'habitat précaires liées à la circulation des personnes et à la globalisation. Donc il y avait tous ces camps-là dont on a essayé de faire comme ça l'inventaire
grâce à un collectif de chercheurs, en réalisant des sortes de petites monographies de camps à chaque fois. Et puis j'oubliais bien sûr, parce que finalement c'est les plus anciens camps de réfugiés dans le monde, les camps de Palestiniens au Proche-Orient, qui existent depuis 1949, qui sont gérés par une agence qui s'appelle l'UNRWA, qui est spécifique aux camps de réfugiés palestiniens. Et les camps palestiniens, par exemple, ils permettaient de réfléchir à une question passionnante, qui est celle de la transformation des camps de réfugiés dans la durée. Très souvent, les camps de réfugiés, ils commencent tous pareils, par une simple tente, par le mode d'habitat le plus précaire et nomade qui soit. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ils durent, comme c'est le cas de beaucoup de camps de réfugiés dans le monde, ils se transforment. Les gens construisent en dur, construisent des maisons. Et il y a beaucoup de camps qui, justement, en s'inscrivant dans la durée, se sont transformés en de véritables villes. Et l'intérêt des camps palestiniens, notamment au Liban, c'est que ce sont maintenant de véritables quartiers de villes que, en tout cas pour un œil extérieur, on peut difficilement différencier de leur environnement. Une des différences peut-être, c'est que comme ils demeurent quand même encore circonscrits spatialement, les gens sont obligés de construire à la verticale, en hauteur, parce qu'ils ne peuvent pas s'installer horizontalement dans l'espace. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un processus vraiment crucial, c'est celui de la transformation des camps dans le temps et de leur urbanisation, ce qui a amené Michel Agier, cet anthropologue, à parler de camp-ville. C'est-à-dire, on passe du camp comme un assemblage de tentes, comme un camp de nomades, comme un camp gitan, à un camp qu'on peut à peine différencier d'une ville ordinaire. Maintenant, par rapport à ta propre contribution à cet ouvrage, ça nous permettra d'aborder l'écriture de ton ouvrage ensuite. Tu t'es intéressé aux expulsions et tu parles des expulsions comme un paradoxe démocratique. Donc j'aimerais bien que tu nous fasses une petite introduction là-dessus et après on parlera du manifeste. Alors c'est vrai que moi, le principal de mon travail, c'est que je m'intéresse aux politiques migratoires à travers la question des expulsions des étrangers en situation irrégulière. Et j'essaye en fait d'observer les effets de ces expulsions dans les pays où les gens reviennent. Ce qui est une approche innovante. Je ne sais pas, mais en tout cas qui n'est pas énormément traitée dans le champ de la recherche, parce que c'est vrai que la recherche est toujours biaisée par ce que certains appellent le nationalisme méthodologique, c'est-à-dire qu'on observe finalement ce qui concerne la politique de nos propres États, donc l'intérieur de nos pays, mais on s'intéresse peu à ce qu'il y a à l'extérieur, à la manière dont nos politiques impactent les pays tiers, les pays étrangers. Et moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était que finalement, on expulse énormément, et en même temps, l'expulsé, c'est une figure qui n'existe pas. Parce que les gens, une fois qu'ils ont été renvoyés, ils disparaissent avec leur départ, et on n'entend plus jamais parler d'eux. Et la question très simple que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est finalement, qu'est-ce que ces gens deviennent ? Au moment où j'ai commencé cette recherche, c'était en 2007, donc en plein milieu de la campagne présidentielle où Sarkozy avait fait de la question de l'expulsion une des annonces phares de son programme, en disant qu'il allait fixer un quota chiffré annuel d'expulsion. Et en fait, au même moment, j'ai entendu parler d'une association qui s'appelle l'Association malienne des expulsés, qui a été fondée donc, au Mali en 1986 par des anciens expulsés qui ont justement éprouvé le besoin presque vital de se regrouper
pour organiser les conditions d'une solidarité entre ceux qui reviennent, en général dans une situation de très grand dénuement matériel. Et en plus de ce dénuement matériel, il y a la situation finalement de honte et d'humiliation dans laquelle ils se trouvent, parce que ni leur famille ni leur société d'origine ne comprend finalement pourquoi ils reviennent comme ça les mains vides. Donc il y a eu tout un travail effectué par cette association malienne des expulsés depuis les années 90 au Mali, pour faire finalement émerger dans l'espace public la question de l'expulsion autrement que sous l'angle du tabou et de la honte sociale, mais pour montrer que finalement ces individus, ils sont pris évidemment dans des logiques politiques, étatiques qui les dépassent complètement, et qu'ils ont besoin de faire comprendre aux populations de leurs états d'origine que c'est pas parce que les gens ont commis un crime que l'individu n'est pas responsable du sort qui lui a été réservé, mais que finalement ce qui est en jeu, c'est un rapport de force politique où les États occidentaux, souvent les anciennes puissances coloniales, continuent à exercer des nouvelles formes d'hégémonie politique à travers les politiques migratoires. Et il y a notamment une chose très intéressante dans le mouvement qui a été initié par l'association malienne des expulsés au Mali, c'est que bien sûr ils critiquent le traitement qui est réservé par les pays occidentaux aux migrants, mais ils ont aussi fait émerger une critique qui est presque plus originale, qui est la critique de leurs propres États, donc des États d'origine, de par leur incapacité finalement à protéger leurs propres nationaux, leurs propres ressortissants contre la dureté, la brutalité de ces mesures. Il y a eu donc tout un appel à leur gouvernement et aux États africains en général à essayer de mettre en place un rapport de force tel avec les États européens et avec les États occidentaux en général pour que les migrants soient mieux traités. Oui, et on se rend compte, donc là, on parle de ce livre, Le Manifeste des expulsés, qui est une écriture, de réécriture de ta thèse, en fait, qui est paru aux presses universitaires François Rabelais, dans la collection Migration, et qui raconte, alors moi je trouve que c'est un travail très intéressant, parce que justement, il prend en compte la parole de ces acteurs, de ces nouveaux acteurs politiques finalement, qui sont arrivés, donc qui ont été expulsés, maltraités, parce qu'il y a des expulsions qui ont été très très violentes. Je ne vous raconte pas les protocoles d'expulsion, mais enfin ça se passe rarement très très bien. Et effectivement, je trouve l'originalité, c'est de soulever aussi qu'ils ont cherché de la reconnaissance et du secours auprès de leur propre. Alors j'ai noté qu'il y avait un haut conseil des Maliens de l'extérieur, qui n'avait pas trop de pouvoir. Ils ont tapé à toutes les portes, y compris dans leur pays. Et c'est parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, eh bien, ils étaient tout seuls, qu'ils se sont lancés dans l'affaire, et ils sont devenus acteurs finalement. Et ça, je trouve ça intéressant parce que ce que tu montres aussi, c'est que y en a qui revenaient de France, mais il y en a qui revenaient de Zambie, il y en a qui revenaient d'un peu partout, et que chacun d'entre eux avait un parcours d'expulsé, on va dire, différent de celui d'un autre Malien. C'est pas, en France, on a tendance à généraliser, mais tous les expulsions de Maliens ne sont pas les mêmes, et ainsi de suite. Et donc, des fois, il y avait un peu des dissensions aussi entre eux, et du coup, ça, le fait alors bien sûr, ça n'a pas concerné peut-être un nombre très très grande personne, mais il y a quand même des gens qui sont accrochés à cette idée de créer quelque chose qui unisse les expulsés maliens. Et ça, il y a déjà la première notion d'unir un peu, quelle que soit leur trajectoire d'expulsés, de les unir dans le fait qu'ils étaient à la fois maltraités par les ex-pays coloniaux et aussi maltraités par leur propre pays. Ça, je trouve ça intéressant. Et par exemple, j'ai noté 2008, l'appel de Bamako, qui a quand même été, si tu peux nous en parler peut-être, oui. Si tu penses que c'est intéressant. Oui. Ça m'intéresse. Alors, 2008, c'était une date assez importante pour l'association malienne des expulsés parce que
En 2006, à Bamako, s'est tenu le Forum social mondial et ça a permis à cette association de finalement réactiver ses contacts, ses partenariats avec des ONG européennes, des collectifs de sans-papiers en France et en Europe. Et donc, ils ont en 2008 organisé plusieurs journées de débats publics où il y avait énormément d'acteurs associatifs à la fois maliens, africains et européens. Et ce qui était très important dans le dispositif de ces journées, c'est que les expulsés étaient vraiment au centre du dispositif et c'était eux qui prenaient la parole. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des acteurs politiques ou humanitaires traditionnels qui parlaient à la place d'eux, comme c'est souvent le cas, mais là on avait vraiment l'illustration à travers ces journées du sens que peut avoir l'auto-organisation de populations, de personnes extrêmement reléguées, invisibilisées politiquement. Et donc, défilaient pendant ces journées devant la tribune énormément de personnes qui souvent n'avaient jamais pris la personne en public et qui du coup étaient très intimidées, presque craintives, et qui racontaient une expérience qui est une expérience souvent qui est vécue personnellement sous l'angle de la honte, de l'humiliation. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait aussi dans la manière dont ils témoignaient de cette expérience de l'expulsion quelque chose de l'ordre tout de suite de la colère et de la protestation politique. C'est-à-dire, moi j'ai été expulsée, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que les États ont des politiques telles que voilà, ils ne veulent plus avoir de migrants chez eux. Et donc c'était intéressant aussi de voir comment, dans les témoignages individuels, il y avait à la fois le je et immédiatement quelque chose du nous qui en émergeait. Et le résultat de ces journées, c'est qu'elles ont donné lieu effectivement à un appel de Bamako, qui pour le coup était la proclamation commune par les expulsés de revendications collectives qui touchait à la fois à l'arrêt des expulsions, mais aussi à des questions très matérielles. Par exemple, sur la récupération des biens des expulsés, parce que très souvent, les gens, ils sont arrêtés, soit quand ils se rendent à un rendez-vous à la préfecture, soit par la police dans les transports. Et évidemment, ils n'ont le temps d'emmener aucun bien, aucun objet avec eux. Et moi, j'avais suivi les membres de l'association qui allaient à l'aéroport accueillir ceux qui revenaient. Et c'était évidemment terrible parce que très souvent, les gens revenaient avec un simple petit sac plastique et ils n'avaient littéralement aucune affaire. Et évidemment, une fois qu'ils sont rentrés dans leur pays d'origine, c'est extrêmement difficile de mobiliser des personnes en France pour leur renvoyer des affaires, pour récupérer ce qui restait sur leur compte en banque. Donc il y a, en plus de toute l'humiliation vécue avec l'expulsion, vraiment un processus de spoliation matérielle, et une partie des revendications portait aussi sur le fait de pouvoir récupérer ce qu'ils avaient perdu avec l'expulsion. Et puis il y avait aussi dans cet appel de Bamako un appel très fort, comme je le disais tout à l'heure, au gouvernement, aux États africains, pour qu'ils cessent de se soumettre, de se plier aux politiques migratoires qui sont quand même les politiques imposées par leur ancienne puissance tutélaire coloniale. Alors, on a tout à fait ce qu'en sociologie on appelle, nous, l'intégration, c'est-à-dire la prise de conscience, l'affirmation, la revendication, et on voit bien toute la dimension politique. Et moi, ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans la création de cette association malienne des expulsés, qui est vraiment une association pionnière en termes d'auto-organisation des expulsés, c'est qu'il y a
dans son nom même un coup de force symbolique. C'est-à-dire que le simple fait de parler de l'association des expulsés, c'est faire exister l'expulsé. Alors que finalement, avant, c'est des personnes qui n'existaient même pas. Et c'est intéressant d'ailleurs que d'un point de vue statutaire, quand on se situe du point de vue des pays qui expulsent, il n'y a pas d'expulsés. Il y a juste des gens qui sont voués, qui ont vocation à rentrer, qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, mais il n'y a aucune existence de sujet politique qui les établissent une fois qu'ils sont partis, une fois qu'ils sont rentrés. Et ça participe évidemment de la politique d'invisibilisation de ces personnes une fois qu'elles sont parties. Et donc ça participe d'une politique de désinformation finalement, et d'où l'intérêt de faire circuler ce genre de connaissances rares qui redonnent vie à des acteurs politiques. Oui, et puis c'est vrai que je parlais de nationalisme méthodologique tout à l'heure. Il y a, y compris dans le champ de la recherche, une disproportion flagrante entre les travaux justement qui parlent des politiques étatiques vis-à-vis des étrangers. Alors il y a énormément de travaux par exemple sur les questions liées au contrôle migratoire, à la rétention administrative des étrangers, donc à tout ce qui finalement concerne les dispositifs policiers ou juridiques vis-à-vis des étrangers. Mais après, les travaux qui concernent justement cette phase du retour, du destin des individus, une fois qu'ils sont rentrés, finalement, il y en a très peu. Mais bon, il faut pas non plus blâmer les chercheurs. C'est aussi lié à la difficulté de, entre guillemets, tracer les individus une fois qu'ils sont partis. Et c'est vrai que moi, je me suis un petit peu accrochée à l'existence de ces associations, de ces militants, parce qu'elles permettent la visibilisation de ces personnes. Mais quand il n'y a pas d'association, il est de fait très difficile de suivre et de savoir... de savoir ce que sont devenus les gens. Alors maintenant, il y a des chercheurs qui procèdent de manière un petit peu différente, c'est-à-dire qu'ils nouent des contacts avec des personnes sans papier ou en situation irrégulière ici. Et si par malheur, ces gens se font expulser, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que toutes les personnes mises en rétention ne sont pas expulsés parce qu'il y a énormément de litiges juridiques et de possibilités de recours dans les pays occidentaux en tout cas, et donc il y a quand même une différence assez conséquente entre le nombre de personnes mises en rétention et le nombre de personnes réellement expulsées. Mais donc ce que font certains chercheurs, c'est que voilà, ils suivent, ils nouent des relations avec des personnes sans papier ici, et si ces personnes se font expulser, bien ensuite ils vont les voir, ils gardent des contacts avec eux une fois rentrés au pays pour savoir comment ces gens, enfin ce que ces gens deviennent. Et alors il y a aussi une question assez intéressante parce que c'est vrai que la politique migratoire européenne, elle s'est donné un nom qui est la politique du retour. Donc avec cette idée qu'il y a une espèce de vocation au retour des migrants, etc. Et il y a quelque chose de fallacieux et d'artificiel dans l'usage même, on revient à la question des termes, dans l'usage même de cette notion de retour, parce qu'elle accrédite l'idée finalement que les gens qui sont expulsés, simplement, ils reviennent de l'endroit d'où ils sont partis. Or, quand on regarde la réalité, la complexité des itinéraires, la réalité, elle est très différente. C'est qu'en fait, très très peu de gens reviennent dans leur lieu d'origine, soit parce qu'ils ont trop honte et qu'ils ne veulent pas se confronter à leur regard de leur famille ni de leur société, mais aussi pour des raisons matérielles, c'est-à-dire que les gens sont obligés de rémigrer très vite après avoir été expulsés pour trouver du travail, pour simplement survivre. Donc en fait, parler de politique du retour, on voit bien que c'est une construction politique étatique et que ça
correspond en fait assez peu à la réalité des parcours et des itinéraires où en fait l'expulsion est suivie très souvent d'un processus de réémigration. Alors, dans peu de cas vers l'Europe, parce que c'est très compliqué. Les possibilités de recours, en fait, marchent surtout pour ceux qui, quand ils ont été expulsés depuis l'Europe, ont été, par exemple, séparés d'un conjoint ou d'enfants restés en Europe. Alors là, il y a parfois des possibilités de faire rentrer la personne. Mais il y a en fait beaucoup de réémigration ensuite qui se font à l'intérieur du continent africain. Où, par exemple, les Maliens vont repartir en Algérie ou en Libye où il y a quand même plus d'opportunités de travail. Et ce qui est intéressant et impressionnant, c'est que en fait, les gens réémigrent alors qu'ils ont été expulsés une voire plusieurs fois. Donc il y a comme ça une capacité de résilience qui est absolument extraordinaire, où en dépit des violences, des mauvais traitements dont ils ont été l'objet, les gens arrivent à repartir. Alors il y a aussi évidemment les histoires très très tragiques, des gens qui quand même meurent en cours de route, et il y en a des gens qui sont tellement malades, épuisés, qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que rentrer sur leur lieu d'origine. Mais en tout cas, tant que les gens ont encore un petit peu de ressources physiques et psychologiques pour repartir, en général, ils le font. Bon, je crois qu'on a compris la passion et l'intérêt de ce genre de travail qui, en plus, éthiquement, prend la précaution de ne pas parler pour les personnes, mais simplement essayer de porter la lumière vers quelque chose de phénoménalement, socialement phénoménal, on va dire, très important, et qui, effectivement, est jusqu'à présent très sous-estimé comme phénomène social. On est censé avoir fini le temps réglementaire, mais comme on a commencé avec un petit peu de retard, on prend 1-2 questions, mais rapide. À propos de la charte de Bamako, nous sommes toutes les deux à RESF et nous allons au centre de rétention. On connaît régulièrement. On connaît ces femmes, on pourrait donner cette charte et voir un contact en disant nous sommes contre ces expulsions et nous espérons que ça ne nous arrivera pas, mais si vous faites partie des pourcentages qui est expulsé, voilà des coordonnées pour qu'on récupère vos affaires et on vous les envoie ou quelque chose. Oui, alors je vous invite évidemment tous à aller voir plus en détail les activités de cette association qui a un site, donc l'association malienne des expulsés. Il y a sur le site des contacts même téléphoniques, et c'est quelque chose, enfin l'existence de cette association malienne a permis notamment de tisser des contacts avec des associations telles que RESF, la CIMAD, qui permettent justement d'un peu amortir le choc de l'expulsion et de faire en sorte d'abord que ces associations soient prévenues quand quelqu'un revient, donc d'aller les accueillir à l'aéroport, éventuellement faire en sorte que des personnes puissent ensuite leur ramener des bagages, des affaires quand elles sont rentrées. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une concertation associative de part et d'autres de la frontière qui est très importante et qui permet en tout cas de soulager un certain nombre des attentes et des besoins les plus urgents. Il n'y a pas que le Mali et d'un et de